Aujourd'hui dans Paname, je vous transporte dans des endroits interdits et parfois trop petits. Je trouve des décors magnifiques et que j'ai plus de place pour les amener chez moi. Des endroits relaxants Au Japon, un manga café, il est composé de cabines individuelles, avec des fauteuils maçons, etc. mais des endroits risqués. Disons que ce restaurant, c'est une vraie boucherie. On peut dire ça comme ça. C'est un vrai carnage. C'est un vrai carnage, exactement. Tous les jours. Allez, venez avec moi, tout ça, c'est dans Paname. Je vous emmène découvrir l'ancien bastion industriel de la rive gauche, devenu la Petite Amérique de Paris. Un ensemble urbain dense, vitré et froid. Bienvenue dans le 13e, rue Neuf-Tolbiac. À peine le pied posé dans cet ensemble rutilant, le constat est saisissant. La rue Neuf-Tolbiac ressemble à un quartier d'affaires fraîchement érigé au milieu de nulle part. Une ambiance à mi-chemin entre la Défense, la City de Londres ou Manhattan. Le décor est futuriste, comme dans Métropolis de Fritz Lang, une ville au-dessus et malgré tout une vie en dessous. Tout le quartier a été transformé. Il a tout de même conservé quelques vestiges de son ancienne vie. Frédéric Gersal m'attend justement devant un bâtiment mythique. Les Frigos, un ancien entrepôt de la SNCF. Comment ça va, Frédéric ? Yvan, Je me sens rêveur, c'est le rêve américain ? Ah ben un peu, oui, si on regarde par là. Mais il suffit de traverser l'Atlantique, en tout cas la petite rue, la rue des Frigos, pour Hop. se retrouver. Ah bah oui, alors là c'est tout autre chose. Ah, et là, c'est autre chose. Ah oui, Paris Notre 13e. univers. Ça s'appelle les Frigos parce que c'est un ancien entrepôt frigorifique de la SNCF, c'est vrai. On y installait dans les années 20 les fruits, les légumes qui arrivaient par la gare d'Austerlitz. Parce qu'au cœur de Paris, il y avait les Halles. Donc évidemment, voilà, toutes les victuailles arrivaient là, il n'y avait plus qu'à traverser la Seine. Et puis on a envoyé dans les années 70 les Halles à Rungis. Plus d'utilité pour ça, évidemment. Donc on se retrouvait avec un énorme bâtiment, mais ça ne pouvait pas rester en l'état, surtout pour des raisons de sécurité, enfin on imagine bien. Donc finalement, la mairie de Paris le propose justement, divisé comme ça en ateliers. Alors il y a toutes sortes de créations, parce qu'il y a aussi bien des sculpteurs que des gens qui travaillent l'image, des gens qui sont sur des start-up. Donc on est vraiment dans le 21e siècle. Voilà, c'est tout ça. Il y a une âme ici, il y a une âme. Allez, je vais aller visiter les frigos. Moi, je vais Bonne prendre- idée. Vous allez voir quoi? Ah, je vais voir un musicien, je vais voir un photographe et je vais voir un sculpteur. Oh, sculpteur comme ça un peu? Oui, tiens, ne bougez pas. Là, je Oui. vais faire une photo, tiens. Oh ben non. Oh. Ah, vous êtes pas mal. Bon, je reste Bougez comme ça. pas, je reviens, hein. Bon, d'accord. Tardez pas quand même. Non, Pas que ça à faire, moi. La sauvegarde des frigos a été âpre, longue et pleine de rebondissements. Pendant que certains gagnaient leur survie, la BNF plantait ses 4 tours. Bienvenue chez les Irréductibles, ceux qui ont donné aux frigos leur seconde jeunesse. Ils ont lutté une dizaine d'années pour que ces bâtiments continuent d'abriter des ateliers. Ils étaient aux premières loges quand il a fallu occuper les lieux et s'opposer juridiquement à la démolition. Et celui-ci, Bonjour Daniel. Bonjour Stéphane. Je me suis permis de rentrer parce que, paraît-il qu'ici, c'est là qu'on trouve l'âme des frigos. Oui, c'est vrai que ça a été dit, On oui, l'a dit, effectivement, ouais, ça a été dit. Parce que ça fait un bout de temps qu'on est là, ça fait 30 ans qu'on est là, et on est une petite entreprise, même 2 petites entreprises. Et c'est vrai qu'on a pris une part active à l'histoire des frigos. Et vous avez connu les frigos, c'était pas du tout comme ici, comme maintenant. Ça ressemblait au frigo tel qu'on peut le voir maintenant, mais disons l'environnement n'était pas du tout le même. En fait, il y avait une espèce de vie de quartier, enfin au sens industriel quand même, avec comme cœur les grands moulins, les frigos, la gare d'Austerlitz. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour vous ouvrir vos ateliers ici? les locaux, ils sont adaptés à une activité comme la nôtre. C'est des grands espaces, il y a un quai de déchargement. Voilà, ça correspond aux besoins, enfin, à un atelier de création et de production. Donc, voilà, et dans Paris, évidemment, c'est très difficile de trouver des locaux comme ça.
Même si l'état des locaux qu'on a trouvés quand on s'est installé ici était quand même... c'est une friche industrielle, hein. Donc c'est Stéphane qui a surtout travaillé là-dessus. Ouais, Voilà. j'ai hérité du moteur des frigos, c'est-à-dire que dans votre frigo, vous avez un petit compresseur. Ici, c'était immense, donc j'ai vraiment hérité du moteur, c'est-à-dire 60 tonnes d'acier à descendre de 6 mètres de haut. Mais il y a quand même, ces locaux, ils sont quand même vraiment adaptés, même s'ils paraissent vieux et vétustes. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fabrique ici? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi votre métier? Nous sommes une entreprise de création et de production. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'on associe ces deux dimensions-là. Ça, c'est important dans l'état d'esprit de l'entreprise. Après, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes un atelier de sculpture et de moulage, hein, on va dire ça comme ça, Et de matériaux nouveaux. et de matériaux nouveaux. De matériaux improbables. On a une approche assez exploratoire de ces matériaux-là qui fait qu'on arrive à de l'improbable. À chaque fois, c'est une commande différente. C'est-à-dire c'est la réponse à un problème. C'est ça qui est gratifiant. Donnez-moi vraiment un exemple. Parce que là, une commande qui vous a paru complètement folle et vous dites, tiens, on y est arrivé. On a restitué une partie des éléments géologiques de la grotte Chauvet. Ce sont des éléments remarquables et qui correspondent à ce qu'on appelle des stalagmites, des stalactites, des draperies, des grosses concrétions, etc. Donc on avait à restituer des formes d'une extrême complexité, de dimensions parfois assez importantes, hein, monumentales, hein, puisqu'on a fait une concrétion qui faisait 6 mètres de haut, 800 kilos, etc. Et en même temps, des matériaux qu'il a fallu créer, qu'il a fallu formuler, parce qu'il fallait que ce soit transparent, avec une certaine couleur, du scintillement, du mouillé, enfin le fameux écoulement d'eau sur les parois calcaires. Donc cette commande, c'est vraiment l'expression de la quintessence de notre savoir-faire. Merci en tout cas de m'avoir ouvert votre porte et Merci visité vos d'être venu. ateliers. Mais avec Et plaisir. puis bon courage pour la suite. Bah oui, Merci. on a du courage, on en a. Merci beaucoup. La voilà la revanche de Stéphane et Daniel. Faire en sorte que ce vaisseau qui détonne dans le quartier soit un incubateur de chercheurs et d'artistes. Au détour d'un couloir, vous croiserez certes des graffitis, mais aussi un joueur de frigo musical. Jacques est compositeur et joue fréquemment de ce genre de machine qu'il invente. Après sa carrière de musicien dans un groupe comme Urban Sax, il s'est mis à sculpter le son avec le soutien du CNRS et de l'IRCAM. Le résultat, des tubes qui chauffent et chantent. Je quitte ce concert improbable car j'ai rendez-vous. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Voilà, très bien. Écoutez, je suis en train de faire une séance photo, mais voilà. je vais me faire tout petit alors. Voilà, allez, on y va. Voilà, je termine juste ma petite séance. Attends. Faites comme chez vous. Voilà, donc je termine. J'ai 2-3 photos encore à faire et c'est fini. Voilà. Voilà, ça y est. Ça y est, fini, la séance est Ça y est, terminée. c'est terminé. Voilà, donc on a fait une séance photo. Là, comme vous voyez, donc ici c'est mon studio photo. C'est comme, voilà, c'est comme une espèce de mon univers, voilà, donc dans lequel j'évolue et je crée des images, voilà. Donc des fois j'échange aussi des fonds. Donc ça veut dire que ça D'accord. correspond à une photo? Chaque décor, plus ou moins, ça correspond à une photo. Bon, évidemment, il y a des décors qu'après j'ai bien aimé, alors donc je les ai gardés, mais des fois il y en a qui changent. Ce qu'on voit derrière votre modèle, qu'est-ce que Oui. c'est exactement? C'est une inspiration italienne, j'imagine? Voilà, ça C'est votre pays? Voilà, c'est un peu l'Italie. Voilà, donc on dirait presque, vous voyez, à Rome, il y a des fois dans des cours, vous rentrez, vous trouvez comme ça une fontaine envahie par la végétation. Et voilà, et moi voilà, j'étais très fasciné aussi quand j'étais à Rome de ça. Et alors, là, évidemment, je l'ai recréé, mais c'est un peu du toc, vous voyez. Ah, parce c'est du que toc, c'est pas des vrais C'est un peu du colonnes. toc, oui. Donc là, regardez par exemple ça. Vous voyez? Si on appuie dessus. Ah, c'est de la vraiment- mousse. Regardez, c'est du plastique. Vous voyez, ça c'est flagrant, vous voyez, donc ça on les voit vraiment que ça bouge. Et là, c'est ce qui est drôle, ça c'est du vrai marbre. Mais par contre, il est peint en fond marbre parce qu'un marbre, ça faisait du toc. On a l'impression que c'était du plâtre. Le voilà. vrai faisait toc. Les vrais faisaient toc, donc j'étais obligé de peindre les vrais en fond marbre pour que ça y avec. Voilà. Attendez, il faut que j'arrive à vous suivre là. D'accord, ok. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers? Les côtés éphémères, voilà. Et j'aime bien aussi de recréer un petit peu les choses et qui sont un peu comme des ruines, un peu. Même s'ils sont en plastique, même s'ils sont vrais, de lui donner l'effet de quelque chose qui a déjà vécu le temps, qui est déjà en train de mourir hein, quelque part. Parce que moi, ce que j'aime bien, chaque chose, pour moi, il a seulement un côté, comment dire,
émotionnel, voilà, c'est tout. Voilà. C'est un peu comme le cinéma, les choses sont là pour raconter une histoire, voilà, c'est tout. Pour raconter une histoire, effectivement. Voilà. Maintenant, c'est ce qui est dommage maintenant ici, c'est que des fois je trouve des décors magnifiques et que j'ai plus de place pour les amener chez moi. C'est ça la frustration maintenant. Comment on vit dans cet endroit, justement, quand on est artiste comme ça, et au cœur de ce quartier C'est ce qui est drôle, c'est quand vous vivez dans un immeuble d'artistes, donc vous avez des gens, tous vos voisins, c'est tous plus ou moins des artistes, et donc les gens ne sont pas étonnés. Hein. Donc si je sors avec j'ai un bal masqué, et je sors avec des talons aiguilles, et je rentre avec des talons, personne ne va être choqué. Voilà. Voilà, donc là c'est plutôt là-bas, ça c'est mon atelier. Et voilà, donc là on rentre dans ma partie un petit peu où je travaille. Paolo, ça c'est une vraie photo à vous. Voilà, Là, ça c'est votre art. Oui, ça c'est mon travail. Voilà, donc j'ai fait les portraits de Jean-Paul Gaultier, mais je l'ai vu quand je suis parti pour faire cette photo. Et du coup, j'ai senti tout de suite qu'il avait ce côté un peu enfant et ce côté un peu joueur avec les poupées et tout ça. J'imagine les gens, donc je les transpose dans des univers des fois un peu grotesques, si vous voulez. Il y a plein de photos qui ont été faites ici et je voulais, je peux vous en montrer. C'est là-bas dans le bureau. Effectivement, on les connaît ces photos, celle-ci. Voilà, ben, ça c'était Ariel Dombal, voilà qu'on avait fait une série de photos, elle était en dresseuse des chiens et on avait fait aussi les costumes des chiens avec des petites ailes, vous voyez. Dans les années 80, on peut dire que c'est les années 80, Oui, vous avez, en quelque sorte, c'est vous qui avez mis la couleur au goût du jour dans la photo. Mais voilà, c'est vrai qu'à l'époque, quand on faisait des photos en couleur, c'était pas très bien vu, donc tout le monde faisait des photos en noir et blanc. Moi, j'étais un des premiers à faire des photos, à m'inspirer, par exemple, des tableaux. Et vous avez séduit tout de suite l'univers de la mode, quand même. Voilà, j'ai commencé à rencontrer des couturiers, comme Jean-Paul Gaultier, comme Thierry Mugler. Et voilà, par exemple, vous avez une photo là-bas, par exemple. Et leur travail, ça m'a tellement inspiré et que j'avais envie, par exemple, de les photographier, de photographier leur travail. Et aujourd'hui, votre travail tend vers quoi? Moi, je ne suis pas un photographe. Moi, je suis un peintre. Voilà, c'est ça la différence. Par exemple, un photographe, il a son appareil photo et il aura envie de témoigner des choses qu'il a vues. Vous voyez? Moi, par exemple, j'imagine des choses et j'ai envie de créer un décor. J'ai envie plutôt de témoigner avec l'appareil ce qui est dans mon imagination. Pas celui qui est dans la réalité, mais c'est une réalité qui est déjà, comment dire, imaginée. Voilà. Et je vous laisse travailler. Voilà. Au revoir. Ok, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. J'ai l'impression de rentrer de voyage, d'avoir exploré un autre monde, rempli de grands projets et d'idées larges. À quelques mètres de là, je suis attiré par une autre planète. Une planète bien plus calme, avec des grands yeux et des cheveux hirsutes. Bonjour, Bonjour. est-ce que je peux te renseigner peut-être? Ah bah je viens parce que je suis un peu paumé là, c'est pas du tout mon univers. Dis-moi. C'est la première fois que tu viens? Oui. Ouais, bah, je vais t'expliquer parce que c'est un concept un petit peu particulier. En fait, on a deux parties ici. On a une partie où on peut acheter comme dans n'importe quelle boutique. Donc là où tu es, en fait, c'est le concept store. Donc on vend uniquement des produits qui viennent du Japon. On vend juste à côté, on a une librairie de manga, parce que notre cœur de métier, c'est quand même le manga. Et on a une petite épicerie où on vend des confiseries et bonbons japonais. Voilà. Et à côté, on a aussi une partie manga café qui est juste là-haut. Et en fait, si tu veux rester au café, tu prends juste un ticket. Pendant que tu es là, tu peux lire là-haut. On a une bibliothèque de plus de 15 000 mangas en lecture, en français, par ordre alphabétique. Ouais, tout ce qui est sorti en France depuis une vingtaine d'années en manga. Et on paye à la fin en fonction du temps qu'on est resté. Un petit peu comme un cybercafé, sauf qu'en même temps, on peut lire, boire, jouer, tout est compris. Alors démonstration. Ça vient d'où ce concept alors? C'est japonais, tout simplement. Et comme la France, c'est le deuxième marché du manga au monde, juste derrière le Japon, il y a une petite dizaine d'années, on s'est dit que s'il y avait un endroit où ça pouvait marcher, le même concept, à part le Japon, ça pouvait être qu'en France. Et pourquoi ici? Parce que c'est très bien desservi. T'as Diderot qui est là même pas à 100 mètres, où t'as la plus grande fac de japonais. C'est un quartier étudiant, donc il y a beaucoup de jeunes, ouais. Donc on attire pas mal de jeunes. Comment t'expliques que les Français soient dingues de manga? Comment j'explique ça? Bah, ça a commencé un peu avec le Club Dorothée quand même, c'est ce qui a propulsé manga en avec France. Comment ça s'appelait déjà? C'est ce que c'est. Il y avait Goldorak, il y avait plein de trucs. Le Club Dorothée avec des mangas, hein, il y avait Dragon Ball. En fait, la construction du manga, c'est que le lecteur puisse s'identifier au héros. Donc, un enfant qui va lire un manga,
En général, le héros, à l'intérieur du manga, il a 12-13 ans comme lui, il va rencontrer les mêmes problèmes que lui, voilà. Et un adulte qui va lire un manga, en général, le personnage principal aura à peu près le même âge que lui. C'est très bien fait pour accrocher le lecteur, pour parler au lecteur. C'est une histoire de famille, hein? C'est une histoire de famille, ouais. Avec ma mère, ça fait 8 ans. Mon père faisait autre chose et il nous a rejoint dans l'entreprise à l'ouverture de ce magasin-là, donc depuis 3 ans. Papa, il est là-haut ici. Il est là-haut, exactement. Avant d'aller voir papa, je m'offre une partie. C'est le fiston qui vous a Qui nous a embarqués tous là-dedans. Ouais. embarqué. Ben oui, c'est carrément le mot, parce que il avait 19 ans quand il a eu l'idée. Il est sorti de sa chambre en coup de vent en disant « j'ai une idée géniale ». J'ai dit « vas-y, qu'est-ce qu'il y a ?» Il m'a dit « voilà, si on faisait ça et ça et ça ». Ça nous a pris quoi, une demi-heure, à lui dire « banco, on y va ». On s'est creusé la tête, on s'est dit comment on va le faire. Et notre idée, c'est de créer plutôt un club, un genre de club privé, des fans de manga qui se trouvent entre eux. Donc ils discutent entre eux, qui s'échangent, Si vous savez le nombre de couples qui sont créés grâce à nous, on est fiers. C'est pas vrai. Je vous jure. Mon fils m'appelle Abba, donc il y a beaucoup de clients qui m'appellent Abba. On est, Déborah, ma femme et moi, on est un petit peu les parents de tous ces gamins. Les papas, Voilà, les Abba. on est les parents, voilà, on est les Abba de ces gens-là. Il y a quand même des mangas un peu particuliers, des mangas pour adultes, non? Vous en avez ici? Oui. Et ils sont à un endroit, normalement les gamins n'arrivent pas. Mais on a tous été gamins, donc régulièrement, dans les nichons bains, on soulève les matelas, on trouve un Dragon Ball. Quand on ouvre le Dragon Ball, à l'intérieur, il y a un autre livre. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas vraiment un Dragon Ball. Non, pas vrai. Salut Abba. À bientôt. Merci. Je continue la visite. Avec plaisir. Merci. Hors de question de quitter le Japon sans un arrêt à la station Temple du Kitsch, le photomaton préféré des petites filles japonaises et des grands garçons de France 3. Et non, vous ne rêvez pas, je suis dans une forêt en plein 13e arrondissement de Paris. Et pour comprendre comment je suis arrivé là, suivez-moi, je vais tout vous raconter. Sur le parvis de la BNF, 4 livres ouverts et posés là dans les années 90, vous contemplent sans jamais vous écraser. À leurs pieds, les couloirs sont tellement longs qu'on pourrait y circuler en skateboard. Mais au cœur de cet ordonnancement du savoir, la nature s'exprime librement. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? Là, je suis en train de remettre en état cet hôtel à insectes qui a été un petit peu bousculé par le vent, par les intempéries. C'est incroyable cet endroit. C'est vrai. Ça encerclé dans le béton. C'est combien d'hectares? 1 hectare. 1 hectare? Oui. Et alors, pourquoi avoir installé une forêt au cœur comme ça de la BNF? C'était l'idée de l'architecte Dominique Perrault d'avoir un jardin autour duquel se déploient toutes les salles de lecture, à l'image du cloître médiéval. On n'a pas le droit d'y accéder par contre. Non. C'est vraiment fermé au public, interdit au public. Complètement. Ça crée un observatoire de biodiversité. Et qu'est-ce que ça procure, à votre avis, chez les lecteurs, de voir comme ça, de lire face à une forêt? Ça apaise de voir la nature calme comme ça, tranquille. Alors ici, tout ce qu'on voit, c'est un morceau de la forêt de Fontainebleau. Enfin, c'est comme si c'était la forêt de Fontainebleau. Oui. Alors, les arbres qui sont grands, c'est ceux qui ont été amenés de la forêt de Bord, en Normandie. Donc, ils ont été transplantés en test pendant 3 ans pour voir comment ils se comportaient. Puis, on les a amenés ici. Par contre, pour les transplanter, on a dû couper leurs racines pivotantes. Sans ça, à cause du vent, ils tomberaient. Voilà, exactement. Ils n'ont jamais pu, les racines de surface n'ont jamais pu prendre le relais de la racine pivotante. Et il y a combien de terre là? On est sous nos Alors, pieds là. il y a entre 2 mètres et 5 mètres de haut. Cette forêt se débrouille toute seule. Complètement. C'est pas un jardin horticole. On laisse pousser des ronciers, on laisse le lierre. On entretient ça comme une forêt. Mais on essaie de contenir la végétation. En tout cas, moi, je suis super content d'avoir pu me promener dans cette forêt. Parce qu'on habitude, on n'a pas le droit, personne n'a le droit de le tout faire. À fait.
Je vais vous laisser, puis je vais encore un petit peu en profiter Bah, si vous voulez écoutez, bien. allez-y. Merci, Je vous Sylvie. autorise. Ah, c'est sympa, je suis autorisé par la garde forestière. Tout à fait. Je repars par là. Vous pouvez repartir par Allez, là. merci Sylvie. Ah, bah quand même. Oh, Oula. j'ai cru que j'allais être en retard. Oh, pardon. Oh, Vous excusez-moi. étiez parti où traîner vos guêtres? Bah non, mais je regardais, puis du coup j'ai pris mon temps, parce que entre le passé et l'avenir, bah, c'est un peu comme nous, quoi. Oui. Le passé et Le passé l'avenir. et l'avenir, Ah, c'est oui, vrai. ça marche. Donc on est dans un lieu magique, évidemment, hein. Oui. La rue de Tolbiac qui est ici. Alors là aussi, si on veut parler passé, on y est là, hein. Bataille de Tolbiac, ça date de 496. Vous imaginez? C'est Clovis qui s'est battu contre les Alamans. Alors là, on est dans un endroit effectivement bien particulier entre l'ancien, le moderne, et ce moderne-là, on le doit à la BNF, Ah à la oui. Bibliothèque nationale J'ai de envie de dire France. qu'on le doit à François Mitterrand, finalement, qui a décidé de faire de ce quartier quelque chose de moderne. Peut-être faire l'équivalent de ce qui se passe à la Défense, vous voyez, à l'autre bout de Paris. Alors on a commencé par la BNF, bibliothèque extraordinaire, avec une structure étonnante, ces fameux livres ouverts vers le savoir. Alors depuis 1996 à peu près, ça se transforme petit à petit. Alors vous le disiez, il y a eu la bibliothèque, il y a eu un pont consacré à Charles de Gaulle, il y a une passerelle qui a été faite au nom de Simone de Beauvoir. Et puis il y a tous ces lieux, il y a la halle Fraissinet qui va changer. Ça va devenir un nid, un véritable nid pour les start-up. Bref, c'est tout le quartier qui est bouleversé. Et puis, en contrebas, là sur la Seine, il y a une nouvelle piscine, la piscine qui porte le nom de cette artiste extraordinaire, Joséphine Baker. J'ai deux amours, Mon pays est Paris. Pareil, il vous manque les bananes. Bon, allez. Je vous laisse. Allez. Bon appétit. Oui, je vais manger. Je sais, Je vous passez descends. votre temps à ça. Alors, à bientôt. Ciao. Bonjour messieurs. Bonjour Yvan. Ah bah, j'arrive trop tard. C'est fini la partie restauration? Pour déjeuner, c'est un poil tard, 14h15, on vient de finir la restauration et on est en train de passer en mode boucherie. Mais bon, si vous voulez prendre une petite viande pour chez vous, pas de problème. Je peux la prendre dans le frigo d'à côté, la viande? Servez-vous, c'est du libre-service. C'est ça le principe? Exactement. Comment vous êtes accepté dans le quartier? J'imagine que les bouchers doivent vous faire un peu la gueule, non? On les a jamais vus pour l'instant. C'est vrai que non, je pense pas qu'ils aient très peur de nous. Ils ont raison de pas avoir peur parce que on s'adresse à une autre type de clientèle. La vérité, c'est que nous, les gens qui vont chez le boucher et qui ont un très bon boucher, très bien. Nous, c'est plutôt les gens qui vont acheter leur viande dans les petites surfaces ou les grandes surfaces. C'est plutôt ceux-là à qui on a envie de dire on n'est pas plus cher, on est direct éleveur, on est meilleur. C'est que de la viande d'origine France. C'est de la viande qu'on achète directement des éleveurs. C'est de la viande des animaux élevés en plein air. On a envie de pouvoir proposer des animaux heureux à nos clients. Les prochaines étapes, ce sera de trouver, toujours en France, du bœuf wagyu, de la normande, enfin, voilà, d'essayer d'avoir... Wagyu, c'est le bœuf de Kobe. Ah, le fameux bœuf de Kobe qui est exactement. frotté. Exactement. Et c'est la race s'appelle Wagyu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est directement l'éleveur qui conditionne sa viande? Il a fait abattre et il la met sous vide? Exactement. Et au fond, vous êtes quoi? Vous êtes boucher ou restaurateur? Disons que ce restaurant, c'est une vraie boucherie. C'est une vraie boucherie? On peut dire ça comme C'est un ça. vrai carnage? C'est un vrai carnage, Tous exactement. les jours? Non, on est vraiment les deux, on est ambivalents, peut-être un peu bipolaire aussi. Moi, je viens plutôt du monde de la viande. David vient plutôt du monde de la restauration. Comme vous l'avez dit en arrivant, on a eu notre créneau restaurant. Là, on est dans notre créneau boucherie. Ce soir, on rouvrira le créneau restaurant. Bon, alors qu'est-ce que vous me servez là, à cette heure-ci? Là, comme vous êtes en retard, moi, j'irais bien sur un burger. C'est le plus rapide à faire et le plus facile. Et on peut vous proposer le persillé, par exemple. Et alors la déco, on la doit à qui? C'est que de la récup d'ancienne boucherie. Ouais. La porte, les billots. Exactement. En dessous de David, là, c'est un billot de boucher chiné sur le bon coin et bricolé pour en faire une petite table.
Voilà la bête. C'est des frites. C'est quoi des frites? Bah, nos frites, elles sont molles et assez brunes. Et ce fait que les gens nous disaient, mais ça ressemble pas aux frites de McDonald's. Bah non, c'est pas des frites de McDonald's, c'est des frites. Donc. On se partage ce burger? Allez, c'est parti. Avant de quitter le quartier, n'oubliez surtout pas de faire une halte à peine plus loin que les façades vitrées, sur les quais de Seine. Plusieurs péniches pour noctambules y sont amarrées, comme le Petit Bain, une péniche écolo à la fibre sociale. Moi j'ai un fait pour Elle à la Maine, géré par une famille accueillante. Je profite de ce moment de détente dans une déco bucolique pour vous inviter à retrouver cette émission sur le site de France 3 Paris et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.